Qu'est-ce qui pousserait un enquêteur des sapeurs-pompiers, avec 35 ans de carrière, un homme qui déchiffrait les cendres comme d'autres, lisent un traité de philosophie, à rendre son insigne et à se détourner à jamais de la danse macabre des flammes? La réponse ne se trouve pas dans un criminel qu'il n'a pas pu arrêter, mais dans un autre qui, peut-être, n'a jamais véritablement existé. La réponse se trouve dans la maison de la famille Moreau. Je m'appelle Antoine Lefebvre. Pendant 35 ans, j'ai été enquêteur spécialisé en incendies criminels pour les sapeurs-pompiers de Lyon. Je tirais une grande fierté de ma logique, de ma capacité à extraire le récit caché au cœur de la destruction. Je croyais, avec l'arrogance d'un homme qui a contemplé le pire de l'humanité, que chaque feu racontait une histoire et que j'étais le seul traducteur capable de la retranscrire. J'ai tout vu, des fraudes à l'assurance, des vengeances méticuleusement orchestrées, des tragédies nées de la plus simple négligence. Chaque affaire était un puzzle de physique et de chimie, un témoignage de la faillibilité humaine ou de sa malveillance. Je trouvais toujours la réponse, sans exception, jusqu'au jour où j'ai rencontré un feu qui ne racontait pas une histoire. Il murmurait un secret terrifiant, que la logique qui gouverne notre monde est une membrane fragile et que parfois, sans le moindre avertissement, elle se déchire. La maison des Moreau n'a pas été la fin de ma carrière. Elle a été la fin du monde tel que je le connaissais. L'histoire que je vais vous confier ne raconte pas comment j'ai résolu ma dernière enquête, mais comment celle-ci m'a défait, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence et une question qui, aujourd'hui encore, me consume de l'intérieur. Pendant 35 ans, le feu a été ma langue maternelle. Mon nom est Antoine Lefebvre, et jusqu'à l'âge de 59 ans, j'étais le meilleur interprète que les sapeurs-pompiers de Lyon aient jamais eu. Là où d'autres ne voyaient que chaos et dévastation, je discernais une syntaxe. La façon dont la suie adhérait à une vitre de fenêtre composait un paragraphe entier sur la température et la vélocité de la combustion. La profondeur de la carbonisation dans une poutre de chêne était un adjectif, décrivant l'intensité de la fureur des flammes. Mon travail consistait à lire ces histoires et à en trouver l'auteur. Le plus souvent, l'auteur était un imbécile négligent, quelqu'un qui avait oublié une casserole sur le gaz ou s'était endormi une cigarette aux lèvres. Dans d'autres cas, l'auteur était un monstre, quelqu'un qui utilisait l'essence comme de l'encre pour écrire une nouvelle de vengeance ou de cupidité. Je suis devenu un expert en monstres. J'ai appris à penser comme eux, à anticiper leurs méthodes, à déceler la signature qu'ils laissaient inévitablement derrière eux. Cette carrière vous endurcit. Vous commencez à considérer la malveillance comme l'explication par défaut et la tragédie accidentelle comme l'exception qui confirme la règle. Le cynisme devient un outil, une lentille qui met la vérité au point. J'avais déjà tout vu, ou du moins c'est ce que je croyais. J'avais pénétré dans des milliers de squelettes de foyers et de vies, et chacun d'eux, aussi horrible soit-il, avait un sens à l'intérieur des lois de la physique et de la nature humaine. Chacun avait un début, un point d'ignition. Chacun avait une narration, jusqu'à la maison des Moreau. De tous les incendies sur lesquels j'ai enquêté, de tous les visages de victimes que j'ai vus sur des photographies jaunies par la chaleur, c'est cette affaire qui me réveille au milieu de la nuit, pas avec un cri mais avec un silence glacial. C'est le seul dossier dans mon esprit qui reste ouvert, non pas parce que je n'ai pas trouvé le coupable, mais parce que j'ai appris que la question « qui » était la mauvaise question. L'appel est arrivé un brumeux mardi de la Toussaint, si gris et détrempé que la ville elle-même semblait pleurer par anticipation. Un incendie résidentiel sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier de vieux immeubles bourgeois, le genre d'endroit où les tragédies semblent encore plus incongrues. Quand je suis arrivé, la pluie tombait en une vapeur sifflante sur les ruines encore fumantes. La maison des Moreau, ou ce qu'il en restait, était une blessure béante dans le paysage urbain. 4 étages d'architecture haussmannienne, maintenant réduits à une carcasse noircie, avec des dents irrégulières de bois carbonisé pointant vers le ciel. L'odeur, un mélange nauséabond de bois brûlé, de plastique fondu et de l'indescriptible finalité de la mort, m'était familière. C'était l'odeur de mon bureau. L'équipe d'extinction avait déjà accompli son travail, héroïque et sombre. Les flammes étaient éteintes, mais les dégâts étaient absolus. Le chef de bataillon m'a trouvé près du ruban de balisage, le visage couvert de suie et d'épuisement. Il n'a pas eu besoin d'en dire long.
3 victimes, Antoine, la famille entière. Jean et Marie Moreau, tous deux dans la quarantaine, et leur fille, Chloé, âgée de 7 ans. Mon coéquipier, Luc Fournier, s'est approché tenant un café fumant. Luc avait 15 ans de moins que moi, il était vif, ambitieux, mais il croyait encore que tout se trouvait dans le manuel. Il voyait le travail comme une science exacte, alors que je le considérais comme un art obscur. Installation électrique vétuste, probablement, dit-il, son regard balayant la destruction. Ces vieux immeubles sont des pièges à feu. Un court-circuit, l'isolant s'enflamme et en quelques minutes, tout disparaît. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. C'était l'explication la plus plausible. Mon esprit assemblait déjà le puzzle avec les pièces que je m'attendais à trouver. Un enchevêtrement de fils fondus à la cave, un motif en V grimpant sur un mur depuis une prise surchargée, un radiateur d'appoint renversé. Une tragédie standard, triste et routinière. J'ai enfilé mes gants et mon casque, le poids familier de l'équipement manquant à la tâche à accomplir. Il était temps d'entrer et de laisser les cendres me parler. Alors que je franchissais le ruban de la police, je ne ressentais rien de plus que la résignation professionnelle habituelle. J'étais là pour trouver la cause, remplir un rapport et passer à la prochaine histoire d'horreur. Je n'avais aucun moyen de savoir que j'entrais dans le lieu où les histoires prenaient fin, où les lois de la physique avaient pris congé et où je trouverais une vérité qui me ferait souhaiter n'avoir jamais appris à lire la langue du feu. L'intérieur de la demeure des Moreau était un labyrinthe de destruction monochrome. Tout était noir, gris ou du blanc fantomatique de la cendre. Le sol était recouvert d'une pâte de débris détrempés et chaque pas produisait un son humide et funeste. J'ai commencé mon rituel, ma méthode perfectionnée au fil de 3 décennies. Je parcourais le périmètre de chaque pièce, lisant les murs, le plafond, le sol, cherchant le point d'origine. Le feu est paresseux et logique. Il suit toujours le chemin de moindre résistance. Il se déplace toujours vers le haut et vers l'extérieur, laissant un motif en forme de V qui pointe vers son lieu de naissance comme une flèche. Je cherchais cette flèche, mais il n'y en avait aucune. La première anomalie, la première note dissonante dans la symphonie de la destruction, fut celle-ci. Dans le salon, la carbonisation était profonde et uniforme sur les 4 murs, du sol au plafond. C'était comme si l'air lui-même s'était enflammé d'un seul coup. Je suis allé à la cuisine. Même chose. Les placards en métal étaient tordus et décolorés par la chaleur extrême, et les appareils électroménagers avaient fondu en sculptures méconnaissables. La dévastation était totale, mais il n'y avait pas d'épicentre. Aucun appareil défectueux, aucune poêle oubliée sur la cuisinière, juste une destruction complète et homogène. Luc me suivit, sa lampe torche fendant la pénombre. « Étrange », murmura-t-il. « On dirait que tout l'endroit a explosé. » « Ce n'était pas une explosion de gaz, ai-je répondu en désignant les fenêtres. Les vitres sont brisées vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. La pression est venue de l'extérieur, ou plutôt, il n'y a pas eu d'onde de pression significative. Nous avons monté l'escalier qui craquait, ou ce qu'il en restait. La chambre principale, même histoire. Le lit n'était plus qu'une carcasse de métal tordu, les murs une carte de suie profonde, sans point focal. Et puis, la chambre de Chloé. C'était la pièce la plus petite et la plus dévastatrice à voir. Un berceau en métal était appuyé contre un mur, et des jouets fondus formaient de petites flaques difformes sur le sol. Et là, encore, la même signature impossible. Le feu avait tout consumé avec la même fureur impartiale. C'était comme si 4 incendies différents avaient commencé dans 4 pièces différentes, sur 2 étages différents, exactement au même instant. Embrasement généralisé et clair, dit Luc, rompant le silence. C'était la réponse du manuel. Un flashover se produit lorsque tout dans un environnement chauffe à un point tel que les gaz émis par les objets s'enflamment simultanément. C'est l'enfer instantané. Mais j'ai secoué la tête. Ça ne colle pas, Luc. Un flashover a besoin d'un feu primaire pour générer toute cette chaleur. Il nous faut un incendie qui brûle assez longtemps pour chauffer toute la pièce jusqu'à environ 600 degrés Celsius. Où est ce feu primaire? Il n'y a pas un seul point d'origine dans aucune des pièces qui justifierait un flashover, et encore moins 4 flashovers simultanés et indépendants. Alors il nous manque quelque chose, insista-t-il. Un accélérant,
Peut-être que le type a aspergé toute la maison. Avec quoi? Du kérosène invisible et inodore? Ai-je rétorqué. J'ai appelé l'unité cynophile. Nos meilleurs chiens, 2 malinois entraînés à flairer plus de 20 types d'accélérants différents, ont parcouru chaque centimètre des ruines. Ils n'ont donné pas le moindre signal. Rien. Nous avons passé les 3 jours suivants à tamiser les cendres, un travail méticuleux et frustrant. Nous avons vérifié le tableau électrique, les câbles, le système de chauffage, la cheminée. Tout était normal, ou aussi normal que possible, après un incendie de cette magnitude. Aucune trace d'un court-circuit catastrophique, aucun signe d'allumage délibéré. L'absence de cause était exaspérante. L'enquête était au point mort. Luc s'impatientait. « Antoine, il doit y avoir une explication logique », répétait-il pendant nos pauses café. « Peut-être un type rare de phénomène électrique, une foudre en boule à l'intérieur de la maison? Une foudre en boule qui a frappé 4 pièces en même temps? Allons, Luc, ce n'est pas de la science, c'est de la science-fiction. » Eh bien, ta théorie du feu spontané l'est aussi. On passe pour des idiots. La hiérarchie veut un rapport. Qu'allons-nous écrire? La maison a brûlé parce qu'elle en avait envie. Il avait raison, bien sûr. Mon refus d'accepter une réponse facile nous bloquait. Mais mon instinct, cette même intuition qui avait résolu des centaines d'affaires, hurlait que quelque chose clochait profondément. Je le sentais dans l'air froid des ruines, dans le silence que le feu avait laissé derrière lui. La tension entre Luc et moi grandit. Il commença à me regarder avec un mélange de pitié et d'irritation, comme si j'étais un vieil obstiné qui s'impliquait trop émotionnellement. « C'est à cause de la petite, n'est-ce pas, Antoine ?» demanda-t-il un soir alors que nous rangions le matériel. « Ça t'a touché ?» L'accusation me blessa, principalement parce qu'elle contenait peut-être une part de vérité. La vision de cette chambre d'enfant détruite était une image que je ne pouvais effacer. Mais ce n'était pas l'émotion qui me guidait, c'était le manque de logique. C'était l'offense à la physique, à la chimie, à tout ce que je connaissais. Puis, dans la 2e semaine de l'enquête, alors que la pression pour clore l'affaire était à son comble, nous avons reçu le rapport préliminaire du médecin légiste. Et c'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'étais assis à mon bureau lisant l'email sur mon ordinateur et j'ai dû lire la même phrase 5 fois avant qu'elle n'ait le moindre sens. La famille Moreau n'est pas morte par inhalation de fumée. Leurs poumons étaient propres. Ils ne sont pas morts à cause des brûlures. En fait, les brûlures étaient post-mortem, survenues après qu'ils soient déjà morts. La cause du décès pour Jean, Marie et la petite Chloé était identique et simultanée. Une hémorragie cérébrale massive et spontanée. Il n'y avait aucun signe de traumatisme physique, pas d'anévrisme préexistant, ni de toxines ou de poison dans leur système. Le légiste, un homme que je connaissais et respectais depuis 20 ans, a noté dans une note personnelle qu'il n'avait jamais rien vu de tel. 3 personnes, dans des pièces différentes de la maison, sont mortes exactement à la même seconde, d'une condition médicale qui, statistiquement, était pratiquement impossible qu'elle se produise spontanément chez une personne, et encore moins chez 3 en même temps. Et le plus important, l'heure du décès a été estimée comme étant survenue un instant, peut-être une seconde, avant que l'incendie ne commence. Ils étaient déjà morts lorsque le premier atome de leur maison a commencé à brûler. J'ai montré le rapport à Luc. Il est devenu livide. Tout son manuel de règles, toutes ses explications logiques ont été incinérées par ce seul paragraphe. L'affaire s'était transformée. Nous n'enquêtions plus sur un incendie mystérieux. Nous enquêtions sur une impossibilité. Le comment l'incendie avait commencé est soudainement devenu secondaire au pourquoi. Une famille entière était morte instantanément, sans cause apparente. La maison des Moreau a cessé d'être une scène de crime pour devenir une énigme existentielle. Le service ne savait pas quoi faire. L'enquête a été discrètement transférée à la brigade criminelle, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Aucun signe d'effraction, aucune menace contre la famille, rien. C'étaient des gens normaux, aimés de tous, sans ennemis, sans secrets obscurs. Lentement, l'affaire a commencé à se refroidir. Les rapports ont été archivés. L'attention des médias s'est déplacée vers la prochaine tragédie. Luc a accepté la défaite, heureux de laisser derrière lui ce puzzle impossible. Mais je ne pouvais pas. J'étais obsédé. J'ai passé des nuits blanches à revoir les photos de la scène, les témoignages des voisins, les rapports techniques.
J'ai lu des livres de médecine sur la neurologie, des articles de physique sur des phénomènes atmosphériques étranges. Je cherchais une réponse, n'importe quelle réponse, qui corresponde aux faits, aussi étrange soit-elle. La maison des Moreau était devenue un trou noir au centre de ma carrière, absorbant toute ma certitude, toute ma logique. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que si je regardais dans cet abîme assez longtemps, quelque chose me regarderait en retour. L'enquête officielle était terminée. Pour le service, la maison de la famille Moreau était un dossier froid, une de ces affaires anormales destinées à prendre la poussière sur une étagère, étiquetée « origine indéterminée ». C'était un aveu de défaite déguisé en jargon bureaucratique. Un mensonge confortable. Mais pour moi, la maison brûlait encore dans mon esprit. L'image des ruines, le silence là où il devrait y avoir des réponses, le rapport du médecin légiste. C'était une blessure qui ne cicatrisait pas. 3 semaines passèrent. Luc avait été affecté à une nouvelle affaire, un incendie criminel clair dans un entrepôt, avec un suspect et un mobile. Il était de retour dans son monde de logique et d'ordre, et il me regardait avec une inquiétude sincère chaque fois que je mentionnais les Moreau. « Laisse tomber, Antoine », m'a-t-il conseillé. « Certaines choses n'ont tout simplement pas d'explication. » Peut-être avait-il raison. Mais l'idée que les lois de l'univers puissent être si capricieuses, que la vie et la mort puissent être distribuées de manière si aléatoire et sans cause, était une pensée que mon esprit refusait d'accepter. Un vendredi soir, je ne pus plus lutter contre l'impulsion. Je devais y retourner, seul. La nuit était froide et claire, et la lune jetait une lumière pâle sur la rue silencieuse de la Croix-Rousse. La maison, ou ce qu'il en restait, était entourée d'une clôture en fil de fer avec des panneaux « accès interdit ». Elle ressemblait à un animal préhistorique mort, un squelette contre le ciel étoilé. J'ai sauté la clôture. L'air à l'intérieur des ruines était immobile et glacial, chargé d'un silence qui semblait plus lourd que le son. Je n'avais pas de plan. Je ne cherchais pas un indice spécifique que nous aurions tous manqué. J'étais là pour sentir le lieu, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans cet espace où la réalité s'était pliée. J'ai marché dans les mêmes pièces, ma lampe de poche étant la seule chose qui bougeait dans l'obscurité statique. Salon, cuisine, chambre principale, rien. Juste la même dévastation silencieuse. Puis, quelque chose m'a attiré vers la chambre de Chloé. Je ne sais pas ce que c'était. Un instinct, un souvenir, un besoin d'être à l'épicentre émotionnel de la tragédie. Le sol était instable, et je me suis déplacé avec précaution sur les poutres carbonisées. C'est alors que je l'ai vu. Dans un coin de la pièce, une grosse poutre du plafond s'était effondrée en angle, créant une sorte de petite grotte protectrice contre le mur. Lors de notre enquête initiale, nous avions regardé autour, mais nous n'avions pas eu les moyens de la déplacer en toute sécurité. Maintenant, dans le calme de la nuit, ma lampe de poche a capté un reflet de quelque chose sous la poutre. Je me suis agenouillé, le cœur battant plus vite. Avec mes mains gantées, j'ai commencé à déblayer soigneusement les décombres, et c'est là que je l'ai trouvé. C'était une petite boîte à musique en bois. Elle était couverte de suie, et la peinture, qui un jour fut probablement rose ou blanche, était craquelée et noircie par la chaleur intense. Mais la boîte elle-même, miraculeusement, était intacte. La poutre l'avait protégée de l'impact total de l'effondrement et d'une manière ou d'une autre du pire de la chaleur. C'était un petit miracle de survie, un objet qui ne devrait pas être là. Avec des doigts tremblants, j'ai essuyé la suie du couvercle et je l'ai ouvert. La charnière a grincé en signe de protestation. À l'intérieur, à mon grand étonnement, une petite ballerine en porcelaine se tenait sur son ressort, parfaite, immaculée. Elle n'avait pas une seule tache de suie. Sa peinture était brillante. Son petit tutu en tissu n'était même pas roussi. C'était comme si le feu qui avait fait fondre le métal dans la cuisine avait refusé de toucher cette petite et fragile figurine. L'impossibilité de la chose m'a coupé le souffle. Mais ce n'est pas la ballerine qui a scellé mon destin. C'est ce qui se trouvait dans le compartiment en velours sous elle. Un objet qui n'appartenait pas à une boîte à musique pour enfants. C'était un petit diapason en métal, du genre que l'on utilise pour accorder les instruments. Il brillait sous la lumière de ma lampe de poche, fait d'un métal gris foncé que je ne reconnaissais pas. Je l'ai pris, et une vague de froid a parcouru mon bras. Ce n'était pas le froid du métal dans la nuit de novembre.
C'était un froid profond contre nature, comme si l'objet absorbait activement la chaleur de ma peau. À cet instant, tenant ce diapason glacial dans la chambre en ruine d'une petite fille morte, la vérité m'a frappé. Ce n'était pas une pensée logique, une déduction basée sur des preuves. C'était une révélation, une vague de compréhension si écrasante et terrifiante qu'elle a failli me faire hurler. Je n'enquêtais pas sur un crime, je regardais les séquelles d'un événement. Quelque chose s'était produit dans cette maison qui n'était pas humain, ni naturel, tel que je comprenais la nature. Le diapason, la mort cérébrale simultanée, l'incendie spontané et sans origine. Ce n'étaient pas les pièces d'un puzzle de meurtre, c'étaient les artefacts de quelque chose d'autre. C'étaient les symptômes d'un moment où une loi fondamentale de la physique avait été accordée à une fréquence différente. Le danger que je ressentais n'était pas celui d'un tueur en liberté. Le danger était la connaissance même que je possédais maintenant. La certitude que le sol solide de la réalité sur lequel j'ai construit ma vie, ma carrière et ma santé mentale était en réalité une fine couche de glace sur un océan sombre, froid et incompréhensible. Je tenais la preuve que la logique était une suggestion, pas une loi. Et cette vérité était plus dangereuse pour mon âme que n'importe quel criminel de chair et de sang. Le feu n'avait pas tué la famille Moreau, le silence les a tués, et ce diapason était sa note. Je suis sorti de la maison des Moreau cette nuit-là en étant un homme différent de celui qui y était entré. L'Antoine Lefebvre qui avait sauté la clôture était un enquêteur des pompiers à la recherche d'une réponse. L'homme qui en est sorti, avec le diapason froid et lourd dans sa poche, était le gardien d'un secret qui ne pourrait jamais être raconté. La vérité que j'avais découverte n'était pas du genre à être écrite dans un rapport. Comment aurais-je pu expliquer cela? Cause de l'incendie, une violation momentanée des lois de la physique, possiblement initiée par un objet d'origine inconnue qui a résonné à une fréquence qui a arrêté 3 cerveaux humains et excité les molécules de l'air jusqu'au point de combustion. On ne m'aurait pas licencié, on m'aurait interné. Le diapason est resté avec moi, caché dans un tiroir à chaussettes au fond de mon armoire. Parfois, au milieu de la nuit, je le sortais. Le froid ne diminuait jamais. C'était une ancre constante et terrifiante à la réalité que je connaissais maintenant. Au travail, je suis devenu un fantôme. J'allais sur les scènes, je suivais les procédures, mais mon cœur n'y était plus. Quand je regardais un motif de carbonisation, je ne voyais plus la signature d'un accélérant, mais la possibilité de l'impossible qui rôdait dans l'ombre. Comment pouvais-je déterminer avec certitude la cause d'un incendie, sachant que parfois il n'y avait pas de cause que l'esprit humain puisse comprendre? Mon expertise, le fondement de mon identité pendant plus de 35 ans, était devenue une farce. Je ne faisais que jouer un rôle. L'affaire Moreau a été officiellement classée 2 mois après l'incident. La cause du décès a été répertoriée comme indéterminée, et l'origine de l'incendie de même. Dans le rapport final, il y avait une note spéculative sur un événement électrique atmosphérique localisé et sans précédent, un jargon qui ne signifiait absolument rien, mais qui suffisait à clore le livre. C'était le mensonge confortable qui permettait à tout le monde de dormir la nuit. Tout le monde sauf moi. 3 semaines après que le dossier a été scellé, j'ai rendu mon insigne et ma lettre de démission. Mon supérieur était abasourdi. Luc a essayé de m'en dissuader, m'a emmené boire une bière et m'a dit que j'étais épuisé, que j'avais besoin de vacances, pas de la retraite. Il ne comprenait pas. Ce n'était pas le travail qui me tuait, c'était la connaissance. C'était l'incapacité de retourner dans un monde où les choses avaient un sens. J'ai vendu mon appartement à Lyon, l'endroit où j'ai élevé ma propre famille et vécu une vie basée sur la prémisse que le monde était connaissable. J'ai acheté une petite maison sur la côte bretonne, à des centaines de kilomètres de là. J'avais besoin de l'océan. J'avais besoin de quelque chose de grand, de puissant et d'indifférent qui me rappelle à quel point j'étais petit. J'ai échangé le crépitement imprévisible du feu contre le rythme constant et prévisible des marées. Le son m'aide. Il aide à remplir le silence que j'imagine avoir rempli la maison des Moreau une seconde avant que tout ne s'enflamme. Ce silence absolu, la pause entre une note et la suivante. Aujourd'hui, je mène une vie tranquille. Je lis des livres, je me promène sur la plage, je discute avec les pêcheurs locaux. Personne ici ne sait qui j'étais ou ce que je faisais.
Pour eux, je suis juste un vieil homme à la retraite qui aime regarder la mer. Mais parfois, quand le brouillard avance depuis l'Atlantique et engloutit le monde dans un voile gris, je sors la petite boîte en bois où je garde le diapason. Je ne le touche plus. Je le regarde seulement. C'est ma seule connexion avec cette nuit-là, ma preuve privée d'une vérité qui m'a isolé du reste de l'humanité. J'ai passé ma carrière à chasser des monstres humains et je me sentais en sécurité en sachant que, aussi terribles qu'ils soient, ils opéraient selon les mêmes règles de la réalité que moi. Mais l'affaire de la famille Moreau m'a appris qu'il existe d'autres types de monstres. Il existe des fissures dans les fondations de notre compréhension, des moments où l'univers oublie ses propres lois, et c'est une vérité bien plus terrifiante. Alors je vous le demande, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un monstre capable d'une méchanceté indicible ou un univers où les règles qui nous maintiennent en sécurité cessent simplement de s'appliquer, sans avertissement et sans raison? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous accepté le mensonge confortable pour continuer à vivre dans le monde que vous connaissiez, ou vivriez-vous comme moi, tourmenté par une vérité impossible, écoutant pour toujours la note silencieuse d'un diapason qui n'aurait jamais dû exister?